Bah, écoute Benjamin, on est très heureux de t'avoir avec nous ce matin. Eh bien, je suis très heureux d'être là aussi, donc ça tombe bien. Certains ne savaient pas effectivement que Vice avait des équipes en France. Je ne m'en vexerai pas. Voilà, pas de souci. Un petit peu. Mais donc ce qu'on veut, c'est effectivement, parce que nous on connaît très bien, mais c'est un acteur aujourd'hui mondial. On était avec Perle à Dublin et on a vu ton fondateur. C'était vraiment hyper impressionnant. Et on souhaitait partager ce matin, effectivement, à la fois ce que vous faites et puis, évidemment, une opé un peu spéciale que vous avez pu réaliser, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. En effet, c'est vrai qu'on a une notoriété grandissante, aussi grâce à un groupe international. Donc voilà, Vice Media, que je vais suivre d'ici. J'espère que le Pavlov a marché aussi bien que celui de Monsieur Delport hier soir. Je vais d'abord commencer par économiser un peu de salive et essayer de vous réveiller grâce à une vidéo qui vous montrera justement notre chef assez charismatique, Shane Smith, qui est l'un des fondateurs de ce magazine qui est devenu un empire médiatique, en espérant que ça parte. Vice magazine, started in Montreal in 1994, has become a global empire. You got Vice.com, international network of digital channels, a TV production studio, a record label, an in-house creative services agency. Hey, describe the Vice brand. What is it? Vice is the voice of a generation. The world's first truly global, all-digital youth media company. Every day, Vice delivers hours of online original video covering the news, culture, and entertainment that defines the world we live in. Everyone was investing platform, money into platform, but no one was saying, well, what are we going to fill that pipe with? Vice is a network of channels, each geared to the passions of young people today. The Creators Project is a visionary celebration of cutting-edge art and creativity. This is for the globe. Noisy is the most exciting, original, and inspiring music channel on the web. We got music right in our pocket. Motherboard documents the present and future of science and technology. And Fightland brings you inside MMA, the fastest growing sport in the world. Thump is a total immersion into a worldwide phenomenon, electronic dance music. The party goes on. And Munchies is defining a new era in food culture. Real food, real people, real fun. So good. The newest channel in the growing Vice family is News. Vice News is an honest, immersive, first-person account of a changing world. Vice is opening offices around the globe as fast as traditional news agencies are closing theirs. Our reporters are on the ground, telling the stories that matter most in a language that young people understand and trust. Young people today have been marketed to since they were newborns. They've developed the most sophisticated bulk detectors of all time. And the only way to circumvent that bulk detector is to not look. The people who shoot it have to be young. The people who cut it have to be young. The hosts have to be young. So if something is created in a boardroom, it will not work. Vice and the Vice Network, along with new partnerships with YouTube, Facebook and Twitter, are reaching over 200 million young people every month, delivering hundreds of hours of original video and creating unprecedented levels of deep engagement. There's a changing of the guard every generation in media, and we are the changing of the guard for Gen Y.
Voilà, en toute simplicité, une petite présentation vraiment à la fraîche comme ça du groupe. Je vais essayer forcément, je vais répéter pas mal de choses qui ont été dites dans cette vidéo. Je vais juste le faire en langue française. Ce qui sera intéressant effectivement dans les éléments qu'on a un peu échangés ensemble, c'est que à chaque période de l'évolution média, vous avez été présent avec à chaque fois un prisme, on va dire un peu alternatif, et vous avez essayé d'être leader dans ce que vous faisiez. Je pense qu'il y a toujours eu plusieurs choses. Il y a toujours une volonté de faire les choses un petit peu différemment. Ça a commencé en 94 avec le magazine. C'est vrai qu'on parle de native advertising, etc. Bon, ça me fait un petit peu sourire quand on sait comment est fait une planche tendance sur les objets de l'été dans une rédaction où on prend quand même la liste des annonceurs de l'année. Nous, c'est quelque chose qui nous a toujours profondément dégoûté. Et c'est quelque chose justement qu'on a essayé de repousser dès les années 90. Enfin, quand je dis nous, j'avais moins de 15 ans. Mais donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été très important pour Vice. À ce moment-là, c'était de se mettre en opposition avec la presse traditionnelle. C'est vrai que là, on est sur un magazine gratuit qui était tiré à un nombre d'exemplaires qui travaillait particulièrement la frustration, puisqu'on a toujours eu un taux de ramassage de 100%, avec des gens qui souhaitent s'abonner parfois, et alors qu'on n'a même plus de magazine, ou parfois même plus les numéros. Donc il y a toujours eu un travail là-dessus, et qui a été finalement un vrai travail de la cible. Ça a été d'aller chercher vraiment les trendsetters, ce qui étaient pour nous donc les personnes qui s'intéressaient le plus à la culture, qui étaient ceux qui essayaient d'être le plus en amont des nouvelles tendances, ceux qui après ont eu différents noms de trendsetters, firestarter, avant d'avoir cette magnifique étiquette hipster dont on n'arrive plus vraiment à se décoller. La deuxième étape, ça a été vraiment de se mettre au digital particulièrement tôt. L'avantage lorsqu'on a un magazine gratuit, c'est que l'intégralité de son contenu, on peut le mettre sur Internet, on n'a pas vraiment d'abonnés à chérir de l'autre côté. Donc c'est vrai qu'on s'est mis extrêmement tôt à avoir l'intégralité de notre contenu sur le web. Donc dès la fin des années 90, en 98, on avait déjà un site de vrai contenu à gérer. Donc ça nous a permis d'apprendre ça particulièrement tôt. La révolution suivante, ça a été la vidéo. En fait, ce que vous voyez là, Heavy Metal in Baghdad, c'est un documentaire que je vous invite à aller regarder. Vous pouvez le trouver sur vice.com. Heavy Metal in Baghdad, ça suivait l'un des seuls groupes de heavy metal à Bagdad entre 2001 et 2005. Je vous laisse imaginer les difficultés peut-être de faire du heavy metal dans un Bagdad en zone de guerre avec une remontée des pouvoirs religieux. Donc c'est vrai que ça nous a compte qu'on réussissait à transposer le ton Vice, qui est donc toujours un ton assez direct, qui est un ton qui se permet parfois d'être vulgaire, qui se permet de montrer des choses trash, qui se permet de l'autre côté de montrer des choses très belles et d'être particulièrement emphatique à propos des choses qu'on aime. C'est vrai que Heavy Metal in Baghdad, ça a gagné des prix en festival. .tv, qui a été la première web TV de Vice. À l'époque, ça nous semblait logique d'avoir une web TV d'un côté et un site de contenu texte et photo de l'autre. Ça fait sourire aujourd'hui. Voilà, faut se remettre dans l'idée qu'à l'époque, YouTube avait 2 ans, donc c'était déjà assez visionnaire de se dire que notre développement se baserait sur la vidéo, sur le web. Et ça a été fait sous la direction artistique de Spike Jones, qui a donc aidé à tout le lancement de l'ADA, donc de cette web TV. Ça a été vraiment quelque chose de décisif de décider d'être un acteur de la vidéo en 2007. En 2014, en France, vous avez pu entendre parler de nous pour différents projets. Vous voyez le lead Ibis, qui est quelque chose qu'on a sorti il y a assez peu de temps, qui a fait pas mal de bruit, dont on va reparler par la suite. Vous avez peut-être entendu parler du déplacement de Dennis Rodman en Corée du Nord, puisque c'est vrai que Dennis Rodman en Corée du Nord, à la base, il a été emmené là-bas pour un programme qu'on a fait pour HBO, qui s'appelait Vice. Qui s'appelait donc Basketball Diplomacy, puisque c'était un moyen justement de contourner la frontière et de pouvoir venir avec toute une délégation là-bas. En dessous, vous retrouvez Shane Smith, donc l'un des fondateurs du magazine, accompagné de Tom Freston, qui était l'un des fondateurs d'MTV, mais qui a rejoint Vice pour le lancement de Noisy, notre chaîne musicale. Et Rupert Murdoch, qu'on a mis en photo ici, parce que ça s'est su dans la presse, il a investi dans le groupe en septembre dernier, ce qui fait qu'aujourd'hui le groupe Vice est évalué à 1,5. C'est vrai que c'est qu'une toute petite partie de l'iceberg. Puis on a rajouté cette photo de Creators Project, ça c'était il y a maintenant 2 ans. Pour la clôture de Monumenta, on avait organisé un grand bal blanc avec 7000 personnes qui dansaient sur de la musique électronique. Tout était uniquement fait en lumière blanche et on se servait de l'œuvre de Daniel Buren en bas pour faire toutes les lumières de la soirée. C'est aussi quelque chose qui avait fait pas mal parler de nous.
Aujourd'hui, on existe finalement sous énormément de formes. C'est ça qui est important avec Vice, c'est que c'est sûr qu'on était un magazine, c'est sûr qu'on a des sites internet. Ces sites internet existent en mobile. Aujourd'hui, on produit aussi des programmes pour la télé, que ce soit à l'international. En local, on est en train de développer des projets avec Arte Web, en print bien entendu, en expérientiel, comme vous avez pu le voir avec les différents événements, et même donc en film. On a un film là qui était à Sundance, qui est coproduit par Vice, et on a eu différents documentaires qui ont pu être diffusés en cinéma, comme vous avez peut-être vu Reincarnated sur la réincarnation de Snoop Dogg en Snoop Lion au MK2 l'an dernier. Différentes marques, vas-y. Elle marche plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, la structure de notre groupe, elle marche beaucoup par ce qu'on appelle des verticales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Vice, qui est donc la marque ombrelle de toutes ces verticales. Mais derrière, on a, en fait, finalement, ça ressemble un petit peu à la structure d'un groupe télé à la fin des années 80, on va dire. C'est-à-dire qu'on sait qu'on maîtrise une cible, on maîtrise le discours pour réussir à engager cette cible, et on sait que c'est une cible qui s'intéresse à pas mal de centres d'intérêt différents. Donc pour chaque centre d'intérêt, en fait, on crée des plateformes qui vont aller plus loin dans les différentes thématiques. Donc Noisy est sur la musique, Motherboard sur les nouvelles technologies, Creators Project, c'est l'art numérique au sens large, dès qu'il y a un lien entre art et nouvelles technologies, Fightland sur les sports de combat, Vice News sur la news, ID sur la mode, et après toute Thump sur la musique électronique et Munchies qui vient d'être lancé sur la cuisine, et les autres vont être lancés dans les prochains mois ou prochaines années. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est qu'on est vraiment toujours parti de la cible, et on va l'évoquer juste ensuite. YouTube est quelque chose de très important pour nous, vous avez pu le voir dans la vidéo, on entretient des relations privilégiées avec YouTube, avec Facebook, avec Twitter. Avec YouTube plus particulièrement, on s'est permis de mettre la photo de Jason Schwartzman lorsqu'il présentait les YouTube Music Awards l'an dernier, parce que c'est quelque chose qui a été entièrement produit par Vice et réalisé par Spike Jones, qu'on retrouve donc là. Faut savoir que parmi les chaînes Original Programming, donc les chaînes qui avaient été lancées début 2012, la chaîne Vice est la première chaîne au monde en nombre d'inscrits et en nombre de vidéos vues. La chaîne Noisy est la première chaîne musique en nombre d'inscrits et en nombre de vidéos vues, hors chaîne de label et chaîne d'artistes. Et la chaîne Creators Project est celle qui a fait le meilleur lancement en un mois. C'est grâce à ces relations privilégiées avec YouTube qu'on a pu lancer justement Vice News, qui est la première chaîne de news qui est uniquement sur YouTube. C'est pas une chaîne de news télé qui essaye de s'adapter pour venir sur YouTube, c'est une chaîne de news qui est vraiment qui naît sur YouTube. La particularité de cette chaîne de news, c'est que c'est pas une chaîne de news en continu. On n'aurait pas du tout la structure ni la volonté de faire un BFM TV. L'idée, c'est de pouvoir aller traiter des sujets sur des documentaires qui font 5-8 minutes, 3 fois 5 minutes, donc sur des durées assez longues, sur des sujets qui feraient 10 à 20 secondes dans un journal télé habituel. Par exemple, personne ne va traiter des premiers combats de l'armée afghane contre l'armée taliban depuis le retrait des troupes européennes et américaines. C'est quelque chose quand même qui mérite qu'on se penche dessus, après avoir passé autant de temps, et personne ne le traite un peu en profondeur. Vice Network, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc il manque un network, vous m'excusez, un saut de typo, mais le Vice Network, c'est la régie publicitaire qu'on a montée. Car aujourd'hui, avec toutes nos plateformes, on avait un besoin pour intéresser les agences médias de gagner en puissance. Et donc, en fait, on est allé voir tous les éditeurs de sites qui ont des audiences qui ressemblent aux nôtres, c'est-à-dire une audience qui s'intéresse de près à la création, qui est très connectée, qui est surconsommatrice de culture. Pour vous dire, au niveau français, par exemple, on est la régie web du site Fubiz, de YouFunk, de Chic Magazine, d'une quarantaine de sites. Ce qui fait qu'en France, on est à 5 millions de visiteurs uniques. On est dupliqué chiffre Nielsen, ça fait 100 millions de visiteurs uniques au niveau monde. On est vraiment sur ce qu'on veut être la régie des trendsetters, donc vraiment des gens qui s'intéressent de très près à la culture. Tout ça nous permet finalement... Vas-y, quel profil ils ont Justement, notre but, c'est d'inspirer la nouvelle génération par le biais de nos médias et par le biais des médias qu'on a en régie. Et donc finalement, nous, on parle à un public qui est à 76% 18-34 ans, 36% de femmes, plus belle manière de dire qu'on a 64% d'hommes, et dans l'ensemble des gens qui sont des futurs CSP+, puisqu'on compte à 60% qu'ils auront plus de 40 000 euros après 5 ans d'activité. Je vous rassure, ce n'est pas des étudiants de 18-20 ans qui ont plus de 40 000 euros par an, ce serait un petit peu louche. On les définit selon 5 piliers, et je sais, il y en a 4 à l'écran.
je ne vais pas rentrer dans les différents indices, mais pour nous, c'est des gens qui sont influents, qui partagent énormément. Ces deux piliers, forcément, se recoupent de plus en plus avec le web, qui sont à la recherche de nouvelles expériences, qui sont donc surconsommateurs de culture. Et le cinquième pilier, lui valait vraiment son slide indépendant des autres, c'est l'authenticité. Me demandez pas pourquoi on montre l'authenticité par une jeune femme qui boit un smoothie à l'envers sur une autoroute américaine, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a vraiment une manière de parler à cette cible. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est cet indice au milieu, c'est le seul sur lequel je m'étendrai un petit peu, c'est qu'ils se montrent suspicieux envers les marques qui essayent d'être cool. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui ont déjà compris qu'il fallait aller chercher cette cible, qu'il fallait parler aux millennials d'une manière différente, et malheureusement, il y a des gens qui s'y prennent assez mal, et ça peut avoir des effets dévastateurs sur une campagne de publicité. Et enfin, on est sur une audience engagée. C'est vrai qu'on a un temps sur nos sites qui est particulièrement long. C'est souvent dû à la vidéo. On a un magazine, pour ceux qui l'ont déjà eu dans les mains, qui, s'il y a des images chocs, il y a aussi énormément de texte. On est à plus de 2 fois le temps moyen de lecture d'un magazine. Et sur les temps de navigation, depuis un mobile, on est à 9 minutes, ce qui est assez aidant. On a ensuite, avec Facebook et Twitter, on a fait on est en train d'essayer de développer donc des accords particuliers avec eux sur lesquels j'ai pas trop le droit de m'étendre parce que c'est vrai qu'on a un taux d'engagement qui est particulièrement important sur ces plateformes. Ok, on passe au cas. J'essaye encore. Donc c'est vrai que Ibis, je sais pas si tu veux... Non, effectivement, nous, parce que c'est vrai qu'on a vraiment vu ce cas sortir comme ça, tu vois, pas de nulle part, mais ça a cartonné. Et en fait, ce qu'on trouvait intéressant, c'est... on s'est dit, mais d'où Ibis il connaissait Vice et ainsi de suite. Donc on a creusé, et puis on a commencé à échanger et tout. Donc est-ce que peut-être qu'on peut voir la vidéo en premier, et puis après vas-y. This is the place. This is a place where it's impossible to sleep. I'm gonna get up to the top and sleep in this bed or die trying. Okay, I think I'm ready. Good night, everyone. Merci pour le son, ça rajoute. La genèse du projet. Alors la genèse, déjà, rendons à César ce qui est à César. C'est BETC qui a eu l'idée de venir nous chercher. Okay. Je ne suis pas complètement sûr, en effet, que Lara, donc, qui est du côté Accor, qui a donc été initiatrice du projet, connaissait Vice. Mais en tout cas, elle avait une certitude, c'est qu'elle était sur une marque qui avait un vrai besoin de modernité, qui avait déjà initié une communication digitale assez importante et qui voulait continuer ce travail de modernisation finalement de sa marque au niveau international, puisque c'est quelque chose qui a été utilisé et activé dans 3 pays principalement, Brésil, Australie et France. Donc BETC lui a dit ce qu'il faudrait, donc c'est eux qui ont eu cette idée de l'Impossible Sleep. Le principe d'Ibis, c'est qu'ils sont particulièrement fiers de leur lit, à tel point qu'en fait aujourd'hui on peut acheter son lit Ibis. Donc finalement l'idée, après leur claim qui était le meilleur endroit où dormir sur Terre, c'est dans les hôtels Ibis, c'est devenu le meilleur endroit où dormir sur Terre, c'est n'importe où tant qu'on a le lit Ibis. Partant de cette idée-là, ils sont venus vers nous, ils nous ont dit où est-ce qu'on pourrait emmener le lit. On leur a proposé une dizaine de lieux, certains beaucoup plus urbains, pendus à des grues sur des plateformes pétrolières, etc. Et le mont Roraima, qui est dit être un mont maudit, qui est l'un des plus gros à pic du monde, et qui fait la séparation entre le Brésil et le Venezuela, qui n'est pas particulièrement accessible, puisque ça nous a demandé 15 jours d'expédition au milieu de la jungle avec un lit. Bien entendu, là-dessus, notre public, il est tout à fait au courant qu'on travaille avec Ibis, on le masque pas du tout, et il se rend compte un petit peu du côté humoristique du truc. Enfin, je veux dire, nous, on a un travers chez Vice, c'est qu'on est persuadé que notre public est assez intelligent. C'est quelque chose d'assez rare dans le monde des médias, mais nous, désolé, on est persuadé que notre public, il a quand même beaucoup de discernement, et surtout, le public auquel on s'adresse. Vraiment, cette phrase de Shane Smith, c'est quelque chose qui est super important pour nous. Le détecteur de bullshit qui est
intégré à cette génération, le seul moyen, c'est de juste pas lui mentir. Donc Ibis était là. On l'a revendiqué, et on a revendiqué que c'est nous qui avions fait cette production. On l'a revendiqué de manière assez maligne, puisqu'en fait, on a fait des articles sur les conditions de tournage dans la jungle, sur la musique qui était écoutée par l'équipe de tournage dans la jungle. Donc c'est comme ça qu'on revendiquait que c'est nous qui l'avions tourné. Jamais une seule fois, on a essayé de revendiquer que c'était une vraie expédition à 100%, je veux dire, où c'était vraiment ce type-là qui avait eu l'idée de monter un lit Ibis là-bas. Bien entendu, non. Donc, grâce à ça, c'est vrai que ça a eu pas mal de succès. Vous avez les chiffres qui sont là. Avec dans les 1,3 millions de visites, ou dans les 2,3 millions de vues YouTube, il y a une partie achat média. Bien entendu. Sinon, ça voudrait dire que vraiment les gens avaient regardé le teaser sans jamais cliquer à aller voir la plateforme, donc ce serait faux. Mais c'est quelque chose qui a été activé en partie sur le réseau Vice, donc au niveau Australie, Brésil et France, mais qui a été aussi soutenu par un gros plan de communication qui avait été monté par Havas. Ok, pour conclure, prochaines étapes. Les prochaines étapes, nous, au niveau français, c'est de continuer le déploiement des différentes plateformes. Donc Creators Project qui revient en français. Creators Project, il ne faut pas oublier que c'est un projet qui est né en France, donc qui est né en 2009 en France, entre le Palais de Tokyo et les artistes numériques français. Donc la traduction en français de Creators Project à nouveau, le lancement de Motherboard, la plateforme Nouvelle Technologie, le lancement d'ID, la plateforme Mode, donc tout ça en septembre, et le début de la traduction de Vice News. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. Bonne continuation.